Eh bien, je vous propose de commencer et puis les autres nous rejoindront au cours du webinaire. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par Les Petites Pierres sur l'utilisation des réseaux sociaux pour votre association. Donc, je me présente, moi je suis Alice Padovan en charge de la communication au sein de l'équipe de la plateforme Les Petites Pierres. Donc, avant de commencer, pensez bien à mettre votre micro en mode silencieux lorsque vous ne prendrez pas la parole. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main pendant le webinaire. Il y aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin. Et puis, vous pouvez aussi toujours écrire votre question dans le chat et j'y répondrai à la fin pendant le temps dédié. Donc, avant toute chose, nous allons enregistrer ce webinaire pour pouvoir le diffuser en replay après cette session pour les personnes qui ne pourraient pas y assister aujourd'hui en direct. Donc, si vous ne souhaitez pas y apparaître, je vous laisse désactiver votre caméra et bien sûr, vous n'y apparaîtrez donc pas. Alors, donc pour ce webinaire, on va tout d'abord faire une introduction de Les Petites Pierres pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. On va voir comment les réseaux sociaux sont indispensables aujourd'hui pour une organisation, pour votre association. On va voir comment choisir les réseaux sociaux, quelles sont les bonnes pratiques de communication sur ces plateformes. On aura un temps de questions-réponses et un petit focus sur Instagram pour vous annoncer une nouvelle. Donc, en introduction, donc Les Petites Pierres, c'est quoi? C'est une plateforme de financement participatif, autrement dit crowdfunding solidaire qui est gratuite, donc qui propose du financement participatif pour des associations, des organisations, des fonds de dotation, des fondations, qui apporte une certaine visibilité aux associations de par des collectes de fonds en ligne, qui apporte donc un soutien financier. Et notre particularité, c'est le doublement de dons, parce que Les Petites Pierres doublent chaque don reçu sur la plateforme grâce à nos partenaires. Et puis aussi, Les Petites Pierres apportent un soutien opérationnel de par une équipe d'accompagnateurs et d'accompagnatrices avec un nom qui apporte un accompagnement personnalisé à chaque association pour les aider à réussir au maximum leur collecte de dons en ligne. Donc, pour en savoir un peu plus sur Les Petites Pierres, je vous propose de visionner notre nouvelle vidéo institutionnelle. Celui-là a dû payer un hôtel pour la nuit, car les centres d'hébergement sont pleins. Celle-ci dort sur un matelas dans sa cuisine, car c'est la seule pièce qu'elle peut chauffer. Celui-ci ne sortira pas aujourd'hui, car son logement n'est pas adapté et il n'a personne pour l'assister. En tout, ils sont plus de 4 millions de mal logés en France. Et si l'on n'agit pas, ils seront plus nombreux demain. C'est pour cette raison que Les Petites Pierres est la première plateforme de financement participatif dédiée au projet de lutte contre le mal logement où vous pouvez choisir où va votre argent. Depuis 2013, chez Les Petites Pierres, nous avons permis le financement de plus de 600 projets solidaires et reversé plus de 8 millions d'euros aux associations partout en France. Et comme il est urgent d'agir, nous accélérons le financement des projets grâce à nos partenaires, qui doublent chaque euro reversé. Pour faire simple, si vous donnez 100 euros pour financer un projet, l'association que vous avez choisie recevra 200 euros. Et 75 euros sont déductibles de vos impôts. Donc, cela ne vous coûte que 25 euros. Un logement, c'est un rempart contre l'isolement, la maladie et même le décrochage scolaire des enfants. En donnant pour un projet sur Les Petites Pierres, vous participez concrètement à bâtir un avenir plus digne pour des millions de Français, une petite pierre après l'autre. Faites un don sur lespetitespierres.org. On va passer à la prochaine slide. Si on veut bien.
Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, c'est parfait, merci. Merci. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser à l'intérêt des réseaux sociaux, ce qui vous permettra de développer davantage votre visibilité, de mobiliser votre communauté, et puis dans le cadre d'une collecte de dons ou de vos dons directement à l'association, d'en collecter davantage. Donc maintenant, pourquoi les réseaux sociaux, ils sont indispensables aujourd'hui pour une association? Donc là, je vous apporte quelques éléments et quelques chiffres clés. Donc en 2025, on compte plus de 50 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, soit 75% de la population. Donc là, c'est au niveau de la France. En moyenne, 2h20 passées chaque jour sur ces plateformes. Facebook reste le réseau le plus utilisé par les internautes français adultes. Et ce sont quand même des usages qui touchent toutes les générations. Il y a un réseau au moins pour chaque tranche d'âge de personnes. Donc, quels réseaux sociaux choisir et pourquoi faire? Donc récemment, l'an passé, en juin 2024, France Générosité a publié son baromètre des réseaux sociaux, des associations et des fondations 2024 et qui étudie donc 54 organisations qui sont les plus connues dans le secteur de la générosité en France sur leurs pratiques et leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette étude, toutes elles sont sans exception présentes sur Facebook, X, anciennement Twitter et Instagram. Et pratiquement toutes sont sur LinkedIn et YouTube. Et il y a une représentation qui est beaucoup plus faible sur TikTok et Twitch. Donc, on va passer en revue maintenant chaque réseau social, parce que chaque réseau social a son objectif, a sa particularité, a son public cible. Donc, pour commencer avec Facebook, qui est quand même le réseau social majoritairement utilisé dans le secteur de la générosité, dans le secteur des associations, etc. Facebook reste le majoritaire avec 11,4 millions d'abonnés cumulés dans l'étude de France Générosité, un taux de représentativité de 22,8%, et puis 80% de ces structures qui sont en croissance d'abonnés. Facebook reste du coup le réseau numéro 1 et il est quand même si souvent on entend que Facebook, ça se diminue, ça reste quand même le réseau social le plus utilisé mondialement en France. Donc il est important de continuer à être sur Facebook si vous l'êtes déjà et à y arriver si vous ne l'êtes pas encore. Facebook, ça va être plutôt un réseau de proximité communautaire avec un objectif de créer du lien, d'informer, de fédérer et de collecter des dons. Les plus grandes organisations du secteur de la générosité ont l'habitude de collecter leurs dons sur cette plateforme. Le public, qui va être très large, à peu près une tranche d'âge de 25 à 65 ans, notamment les familles, les donateurs, les bénévoles, enfin largement le grand public. Donc en termes de contenu, ça va être du partage d'actualités, des événements, des appels à participation. Il y a aussi la possibilité d'animer des groupes privés, par exemple des groupes de bénévoles ou des groupes d'adhérents ou encore d'ambassadeurs. Et puis, ça va être un outil qui va être assez polyvalent, où on peut poster des textes, des photos, des vidéos, des stories ou encore des événements. Donc, pour le deuxième réseau social étudié, donc, qui est LinkedIn, qui va être plutôt un réseau d'images professionnelles. Donc là, dans l'étude de France Générosité du baromètre des réseaux sociaux, il va y avoir une forte croissance du nombre d'abonnés des structures étudiées, avec 3,1 millions d'abonnés cumulés et une croissance de 22% par rapport à l'année précédente. Un taux de représentativité de 23% qui a nettement augmenté par rapport à 2023. Et puis, une croissance d'abonnés vraiment incroyable.
Et puis, comme l'indique ici, malgré une approbation tardive, une appropriation tardive, les associations et fondations, elles démontrent un investissement quand même important. Marque employeur, réseau bénévole, position militante, recrutement. Donc, on tend à arriver vers un LinkedIn qui va devenir un nouveau Facebook pour les associations. Donc, l'objectif de ce réseau, ça va plutôt être de renforcer sa crédibilité, d'activer, par exemple, du mécénat, de recruter, mais encore de collecter des dons. Parce que sur LinkedIn, il y a quand même un gros réseau de, de personnes qui ont des fonctions assez importantes et qui ont les moyens de faire des dons pour des associations. Le public, bah, ça va être des professionnels, des entreprises, des mécènes, mais aussi des donateurs, comme je vous le disais précédemment. Là, en termes de contenu, il va pouvoir faire de la valorisation de projets, montrer des chiffres d'impact de vos actions, parler de partenariats ou en rechercher. Par exemple, présenter votre équipe, faire des prises de parole sur des sujets de fond, etc., etc. Ensuite, pour Instagram, donc qui fait partie du même groupe que Facebook, qui est Meta. Pareil, dans l'étude de France Générosité, donc, qui cumule 2,4 millions d'abonnés parmi toutes les structures étudiées par France Générosité, avec un taux de représentativité à 8% et des structures en croissance d'abonnés, en forte croissance. Donc, ce réseau social, il a un objectif plutôt d'inspirer, de raconter, de toucher. Instagram, c'est un réseau social qui a commencé et qui est toujours d'ailleurs sur la photo, qui utilise beaucoup de visuels par rapport à LinkedIn ou Facebook, par exemple. Donc, voilà, les objectifs, ça va être vraiment d'inspirer, raconter, toucher des personnes, jouer sur l'émotionnel. Le public, ça va être une tranche d'âge un petit peu plus jeune que Facebook et LinkedIn. On va être sur du 18-34 ans, avec un public qui cherche du visuel, de la photo, et puis sensible au récit humain. En termes de contenu, là, ça va être la spécificité d'Instagram, c'est les carousels. Donc là, on va voir par exemple des carousels avant-après pour le cas des associations ou des projets, des portraits, des coulisses de terrain. Il y a le format story qui est très important et qui prend beaucoup de place sur Instagram. Et le format réel qui est arrivé il n'y a pas très longtemps pour publier des vidéos, non pas au format horizontal, mais au format vertical. Il y a aussi l'utilisation d'hashtags qui est très importante sur Instagram et la géolocalisation qui permet d'élargir la portée de vos communications et de vos contenus. Ensuite, pour passer à TikTok, donc là qui est plutôt un réseau social viral et assez créatif, dans l'étude de France Générosité, donc on voit bien que les structures étudiées, elles cumulent beaucoup moins d'abonnés que les réseaux qu'on vient de voir précédemment, mais qu'il y a quand même une nette augmentation par rapport à 2023, un taux de représentativité très faible, mais une structure quand même croissante du nombre d'abonnés. Là, 9 nouvelles associations du panel étudié ont rejoint le réseau. Il y a quand même une évolution des codes, un effet boule de neige avec les productions Instagram, YouTube qui prennent les formats de TikTok. Donc TikTok qui sont des formats verticaux comme les réels sur Instagram, par exemple. Donc, en termes sur les objectifs, TikTok, ça va être une plateforme qui va permettre de sensibiliser autrement, de toucher les jeunes, parce que le public, il est quand même très jeune sur cette plateforme, hein, c'est 13-25 ans. Donc, ça sera potentiellement pas un réseau social pour aller toucher des donateurs, même s'il y a quand même une tranche de donateurs, une part des donateurs dans cette tranche-là, mais ça ne sera pas l'objectif principal. Par contre, ça pourrait être de toucher des bénévoles, par exemple, ou d'autres choses. Là, ce qui va marcher sur TikTok, ça va être plutôt créer le buzz. Il y a aussi le plaidoyer qui peut bien marcher sur TikTok. Donc là, en termes de contenu, ça va être des mini-vidéos dynamiques
donc mini vidéos qui peuvent quand même aller aujourd'hui de quelques secondes à 6 minutes. Le format 6 minutes qui a été développé très récemment. Donc là, ça va être des coulisses, des défis, des chiffres un peu choquants qui peuvent être postés. Le ton, il doit être direct, naturel et éducatif mais léger. Et puis quand même un fort potentiel viral. S'il est bien utilisé, voilà, il faut surfer sur les tendances. Il faut regarder ce qui se fait. Il faut s'inspirer et être actif. Ensuite, pour la plateforme YouTube, donc là, ça va être vraiment de l'immersion vidéo, hein, YouTube qui est essentiellement de la vidéo. Donc, qui, dans l'étude de France Générosité, cumule 721 000 abonnés pour le panel d'associations étudiées, un taux de représentativité qui ressemble plus qui est plus représentatif à TikTok, par exemple, et quand même des structures en croissance d'abonnés. Et malgré le retard important des associations et des fondations, elles commencent à quand même muscler leur capacité de production. Mais l'arrivée du social search des nouvelles générations en commun avec TikTok et son public plus exigeant fait évoluer les KPI à suivre et le nombre de vues plus que le nombre d'abonnés. En termes d'objectifs, là sur YouTube, on va être plutôt sur du témoignage, de la documentation, de la sensibilisation. Le public, il est assez large. Il faut vraiment du contenu approfondi et émotionnel. Sur YouTube, ça va être des longues vidéos, hein. Les vidéos, elles peuvent aller à à plus d'une heure, plus de 2 heures. Ça va être vraiment différent de TikTok ou Instagram, par exemple, où là, on va jouer sur des vidéos de courte durée. Mais là, YouTube, il faut vraiment en profiter pour faire des vidéos format horizontal, des formats longs comme des interviews, par exemple, des mini-documentaires, des reportages. Etc., etc. Ça peut être des vidéos explicatives sur les actions ou les campagnes, par exemple si vous menez une campagne sur les petites pierres. Et puis ça peut être surtout intégré sur d'autres canaux, hein, des vidéos YouTube, on peut les intégrer sur son site internet. On peut aussi les mettre en avant sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, mais aussi dans de l'emailing. Voilà. Ensuite, pour le réseau social X, donc qui est anciennement le réseau Twitter, là on observe quand même une nette diminution des abonnés cumulés du panel d'associations et de fondations étudiées par France Générosité, notamment dû aux dernières actualités aux États-Unis, parce qu'il y a eu un mouvement dernièrement de membres de l'ESS qui se sont joints au mouvement Hello Kit X, donc qui ont fait le choix comme les petites pierres, de partir de cette plateforme. Donc voilà, on le ressent bien sur l'étude de France Générosité. L'objectif de cette plateforme, ça va être d'informer en temps réel, parce qu'un post sur Twitter, c'est très peu de caractères, c'est 120 caractères, donc c'est rien du tout. Et c'est une plateforme qui demande à beaucoup, beaucoup poster, parce que la durée de vie d'un post, par exemple, c'est 45 minutes. Donc voilà, dans des grosses structures, il y a des personnes qui sont dédiées à ce réseau social, tellement la production, elle doit être conséquente pour pouvoir gagner en visibilité sur ce réseau social. Donc l'objectif, il va être d'informer en temps réel, de prendre part au débat. Il y a beaucoup de plaidoyers sur X, beaucoup de politiques qui réagissent. Voilà, ça va être vous allez pouvoir aussi toucher des relais d'opinion. Le public, il va être assez journalistique, politique, les ONG, et vous allez pouvoir faire de la veille stratégique. Et en termes de contenu, bah voilà, ça va être des brèves informations, hein, comme je le disais, c'est 120 caractères maximum, donc c'est des petits posts. Donc ça peut être voilà de l'info chaude à publier. Ça peut être aussi de la prise de parole sur des causes, mais par contre il faut voilà, comme je le disais tout à l'heure, publier assez fréquemment pour pouvoir gagner en visibilité. Et donc là, on voit qu'il y a quand même des challenges à X qui sont arrivés récemment. Il y a des nouvelles plateformes qui reprennent le même concept que X, anciennement Twitter,
comme Thread, donc le premier ici, qui est un réseau social développé par Meta, donc dans le même groupe que Facebook et Instagram, dont 20 organisations du panel sont déjà présentes sur ce réseau social qui est apparu très très récemment, en 2024. On a aussi une autre plateforme ici qui cumule 298 abonnés, pareil, qui est sur le même principe que X, des cours posts. Et puis un autre également qui cumule quand même moins d'abonnés, où seulement 5 organisations du panel sont présentes sur celui-ci. Maintenant, pour le canal WhatsApp, qui là va être plutôt une plateforme de lien direct et d'engagement, il y a quand même une forte croissance du nombre d'abonnés des associations étudiées par France Générosité, qui montre quand même un taux de représentativité relativement faible. De 0,01% par rapport aux autres plateformes. Et il y a seulement 2 structures du panel sur le réseau qui y sont présentes. Donc c'est quand même, WhatsApp, ça reste quand même la première application téléchargée en France, hein, et le 3e réseau en utilisateurs actifs en 2024, avec 32 millions d'utilisateurs en France. On est quand même au début du potentiel de ce canal, vraiment axé sur le conversationnel. Mais il y a quand même de nombreuses utilisations complémentaires des autres réseaux qui se font ressentir parce qu'en fait, sur WhatsApp, c'est pas que de l'application de messagerie directe, mais il y a aussi d'autres formats qui peuvent être intéressants pour des structures comme les vôtres, qui sont notamment les groupes. Donc les groupes privés, mais aussi les communautés. Les communautés qui permettent d'accueillir un grand nombre de personnes en publiant des messages. Donc seulement l'administrateur de la communauté peut publier des actualités et les personnes peuvent être au courant sans forcément, elles, pouvoir publier, donc à la différence d'un groupe, par exemple. Donc l'objectif de cette plateforme, ça va être de créer une communication rapide et personnalisé en fonction de votre groupe ou de votre communauté. Le public, ça va être un public quand même très engagé, hein. Les gens qui rejoignent des communautés, c'est des personnes engagées, proches du terrain ou des partenaires motivés, par exemple. Donc, en termes de contenu, comme je le disais, il peut y avoir des groupes de coordination, donc de bénévoles ou d'ambassadeurs, mais aussi des communautés qui accueillent plus de monde. Ça va être du relais d'infos chaudes, plutôt, avec quand même un taux d'ouverture qui est très élevé sur cette plateforme, et par exemple bien plus que les mails. Donc maintenant, pour passer à la prochaine partie, donc quelles sont les bonnes pratiques pour communiquer sur ces plateformes? Eh ben déjà, premièrement, ça va être de définir une ligne éditoriale. Donc, une ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fil rouge de communication de votre organisation. Donc, elle repose sur vos objectifs. Est-ce que c'est sensibiliser, recruter, collecter? Ça peut être plusieurs objectifs. Et les plateformes vont être là pour répondre à plusieurs de vos objectifs. Elle repose aussi sur vos publics cibles. Donc, est-ce que vous cherchez des donateurs? Est-ce que vous cherchez des partenaires, des bénévoles? Voilà, ça ne va pas être les mêmes plateformes pour chaque public que vous souhaitez cibler. Ensuite, elle repose aussi sur vos thèmes récurrents. Voilà, est-ce que vous allez parler dans vos communications de collecte de dons? Est-ce que vous allez parler plutôt de vos bénévoles? Est-ce que vous allez parler de vos bénéficiaires? Voilà, il peut y avoir plusieurs thèmes. Et votre ton, est-ce que vous utilisez un ton, par exemple, qui est chaleureux ou un ton factuel ou un ton assez militant ou inspirant? Voilà, ça, ce sont tous des éléments à déterminer et à définir dans la ligne éditoriale de votre organisation. Donc, toujours dans la ligne éditoriale, il y a quand même des indispensables qui sont de créer un calendrier éditorial simple. Donc là, dans le lien, ici, il y a des exemples. Donc, bien sûr, la présentation vous sera
vous sera partagé suite à ce webinaire. Vous pourrez y accéder ici. Donc, un calendrier éditorial, c'est quoi? C'est un calendrier qui répertorie tous les contenus que vous allez publier sur les différentes plateformes. Donc, pour suivre au jour le jour vos contenus qui seront publiés. Il faut aussi, bien sûr, alterner les types de contenus. Donc, par exemple, actualité, émotion, coulisses ou encore appel à l'action. Il faut proposer des contenus innovants parce qu'il y a énormément d'utilisateurs. Il faut arriver à se démarquer pour pouvoir gagner en visibilité. Et pour ça, on peut bien évidemment s'inspirer d'autres acteurs. Et à la fin, il faut analyser et identifier ce qui marche ou ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir optimiser tous les contenus et faire mieux pour les prochaines fois. Et donc, une ligne claire, c'est plus de reconnaissance et bien sûr plus d'engagement de la part de vos abonnés. Donc, sur ces plateformes, bien évidemment, il faut jouer sur les contenus texte, mais aussi sur les images, parce que les images, elles ont énormément de pouvoir. Les visuels, ils captent l'attention 8 fois plus que le texte seul. Donc, une bonne image ou une vidéo authentique, ça peut faire passer un message fort en quelques secondes. Donc, c'est hyper important. Ou autrement, les témoignages humanisants qui humanisent pardon, votre cause notamment des témoignages de bénéficiaires ou de bénévoles ou encore de porteurs de projets. Et donc, des bonnes pratiques, c'est soigner la qualité de vos photos ou de vos vidéos par la lumière, le cadrage, le script. Et mettre un visage humain sur vos actions, c'est quand même très important. Et bien sûr, utiliser des sous-titres pour l'inclusivité de vos vidéos. Parce qu'aujourd'hui, 80% des vues des vidéos sont sans le son. Ensuite, en termes de communauté et d'engagement, des bonnes pratiques aussi, c'est de poser des questions simples, par exemple en fin de post, pour inciter vos internautes à commenter la publication, à donner une réponse, à donner leur avis. Voilà. Vous pouvez aussi lancer des sondages qui sont des formats que propose par exemple Instagram, des quiz, des défis. Mais vous pouvez aussi utiliser le format story notamment sur Instagram et Facebook, par exemple pour montrer l'envers du décor, pour montrer du live d'événements, par exemple. Il est super important aussi de remercier et de valoriser les soutiens assez régulièrement pour montrer une reconnaissance des personnes qui vous soutiennent, qui vous suivent. Et puis aussi de faire des appels à l'action efficaces. Donc voilà, partagez ce post, dites-nous en commentaire, aidez-nous à faire passer le message, voilà, découvrez notre projet, etc., etc. Et plus vos abonnés interagissent, plus vos contenus vont être visibles. L'algorithme de ces plateformes va mettre plus en avant les posts qui marchent bien. Donc ici, on vous met quelques comptes à suivre pour vous inspirer. Donc c'est des comptes qui sont quand même assez influents, qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc c'est des comptes qu'on a identifiés, qu'on suit nous-mêmes. Voilà, donc sur Facebook par exemple, il y a APF France Handicap qui est très actif, qui compte une grande communauté. Sur Instagram, il y a le Secours catholique Caritas France. Sur LinkedIn, Emmaüs France. Sur X, anciennement Twitter, il y a Utopia56 qui poste très très régulièrement, qui est très actif et qui a une énorme communauté. Sur YouTube, il va y avoir les Restos du Cœur. Et sur TikTok, le Secours populaire. Et comme communauté WhatsApp, il y a Symbiote Mouvement. Donc voilà, ici vous pourrez retrouver tous les liens. Oula, pardon. Vous pouvez retrouver tous les liens vers ces comptes réseaux sociaux lorsqu'on vous partagera la présentation. Je vous propose donc maintenant de passer à un temps de questions-réponses, s'il y en a. Je vous propose de lever la main chacun votre tour ou de mettre votre réponse en chat et j'y répondrai avec grand plaisir.
Alors, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Je suis obligée de quitter le webinaire. Vous enverrez un lien pour avoir le replay. Oui, donc bien sûr, on enverra le lien à tous les participants pour accéder au replay, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, et puis aussi pour toutes les autres structures. Je vois que Christophe Léger, vous avez levé la main. Oui, bonjour à toutes et tous. Je voulais savoir par rapport justement aux petites pierres, quel Oui. réseau social voilà, vous nous conseillez de privilégier pour les lier à la Alors, campagne? voilà, pour une campagne, Oui, ça va dépendre de déjà où vous êtes comme réseaux sociaux, vous, avec vos structures. Est-ce que vous êtes euh, déjà présent? LinkedIn et Facebook. Oui, c'est déjà pas mal. Pour des collectes de dons, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment privilégier Facebook, hein. C'est le réseau social où il y a une majorité de personnes, d'internautes, d'abonnés. C'est là où les associations sont le plus actives dans le secteur de l'ESS. Et après LinkedIn, c'est en train de monter en flèche très 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 rapidement. Donc LinkedIn, c'est très bien aussi. Pour moi, c'est les deux plateformes que je recommanderais pour une collecte. Et D'accord. Instagram aussi, et qui permet une simplicité de poster parce que Facebook et Instagram peuvent être reliés et Ah oui, on peut poster simultanément un post Facebook et sur Instagram en oui, reliant les comptes avec Meta. Mais Facebook d'accord. et LinkedIn est déjà assez suffisant. Super, merci. Il y a une autre question, je vois Valérie Legros. Et moi, je dis que et, Ah, euh, ça coupe, je vous entends très mal. j'ai créé un compte LinkedIn. Je suis désolée, mais ça coupe, je vous entends pas bien du tout. Vous pouvez peut-être écrire votre question dans le chat, ça sera peut-être plus simple. Alors, vous avez indiqué que Facebook reste le numéro 1, mais en termes d'engagement et de visibilité, c'est celui qui fonctionne le moins bien. En tout cas, c'est notre constat. Comment pallier à cela justement? Alors, oui, Facebook, ça va être plus en termes de contenu. Euh, il va falloir être stratégique, par exemple, à l'heure à laquelle vous postez votre publication. Donc, par exemple, poster une publication à 10 heures le matin ou la poster à 20 heures, ça va être différent. Les gens sont quand même plus connectés en dehors des horaires de travail. Donc là, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais ça va être donc d'ajuster l'heure à laquelle vous le postez, mais peut-être le contenu. Peut-être que vos abonnés s'essoufflent du contenu. Il faut peut-être proposer quelque chose de plus innovant, varier les formats. Euh, après, les associations peuvent peut-être pas le faire tout de suite, mais il y a aussi la publicité sur Facebook qui marche très bien pour pouvoir cibler les personnes qu'on souhaite cibler. Euh, Où là, on n'est pas obligé d'investir non plus énormément, mais ça peut être une solution pour pallier à ce manque de visibilité. Voilà. Après, je ne sais pas sur quelle autre plateforme vous êtes et avec quelle autre plateforme vous êtes comparé, mais voilà, je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. J'ai répondu à Calimari. Euh, voilà, je ne sais pas si Valérie Legros, je ne vois pas votre question posée. On va prendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends mieux. Je suis désolée, j'avais une mauvaise réception. J'ai créé un compte LinkedIn Oui, en indiquant le nom de notre association
et avec mon adresse mail et j'ai été éjectée entre guillemets, c'est-à-dire qu'on m'a restreint mon compte. J'ai jamais compris quelle était la raison. Quelles peuvent être les raisons justement des comptes restreints? Pour que je Euh, puisse corriger le tir, parce qu'il n'y a pas une grande communication avec ceux qui gèrent LinkedIn. Oui, souvent c'est des grosses plateformes et ça peut être des chatbots qui répondent. Donc, mais moi je sais que j'ai déjà eu des soucis et je les ai contactés et ils m'ont quand même répondu assez rapidement et précisément. Mais ce qui peut coincer, c'est peut-être que vous n'avez pas créé une page entreprise. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, c'est un peu particulier. C'est un réseau donc où on se crée une page personnelle, donc avec notre nom, notre prénom. Donc c'est une page à titre personnel. Et à ces pages à titre personnel, on peut créer des pages entreprises ou associations, enfin voilà, des pages organisation, structure. Et en fait, il faut vraiment que ce soit créé avec ce paramètre-là, page entreprise ou page structure, affiliée à un compte personnel. Donc peut-être que vous avez recréé un compte personnel et eux, ils ont détecté que c'était pas une page entreprise. Ou peut-être que vous aviez déjà utilisé cette adresse mail, je ne sais pas. On pourra, si vous voulez, voir ce cas-là plus précisément, mais peut-être creuser, envoyer un message au service client, creuser sur ce sujet-là, voir si vous avez bien créé une page entreprise et pas un compte personnel. Voilà. Oui, en effet, c'était un compte personnel que j'avais créé, enfin, avec le nom de l'association. Et le souci, c'est que j'ai perdu tout l'historique et puis les abonnés. Et parce qu'il y avait beaucoup d'abonnés? Oui, Ah, ils vous ont restreint bien plus oui, tard? oui. Oui, puis c'était en pleine campagne de vote pour une fondation qui nous a retenus pour sa finale, donc ça m'a vraiment beaucoup ennuyée. Ah bah dans ce cas-là, il faut absolument persister. Après, ouais, je ne sais pas comment ils auraient pu s'en rendre compte, surtout si vous dites que ça a été bien après la création du compte. Mais de toute façon, c'est sûr que pour créer une page structure entreprise, il faut bien la créer de telle manière et pas en compte personnel. Et peut-être qu'ils en sont rendus compte, je ne sais pas. Mais vous pouvez insister avec le service client pour justement expliquer votre situation, que vous ne saviez pas. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas perdre tout ça et de vous faire basculer en page entreprise? Oui, merci. De rien. On a une autre question, une main levée de Hélène de Oui, Enerter. oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur les hashtags. Oui. Est-ce que c'était important de mettre des hashtags dans son post et savoir aussi comment ça fonctionne, un hashtag, et ça renvoie forcément à une autre page? Voilà. Et en termes Euh, d'algorithme, est-ce que ça sert? Alors en fait, ça va dépendre des plateformes. Les hashtags, par exemple, sur Facebook, ça sert plus à rien aujourd'hui. D'accord. Ça ne marche plus bien. Et ça n'a pas d'effet sur l'algorithme. Par contre, sur Instagram, c'est une pratique qui se fait encore beaucoup. Et en fait, quand on va cliquer sur un hashtag dans un post, ça va nous ramener sur tous les posts qui contiennent ce hashtag. Donc en fait, plein de posts qui ont à peu près la même thématique. Donc c'est ça l'intérêt. Et ça va permettre de mettre des mots-clés importants. Par exemple, quelqu'un qui va aller rechercher, je ne sais pas, le mot-clé mal logement. Euh, le hashtag, enfin juste le mot-clé mal logement sur Instagram, il va tomber sur des contenus qui contiennent le hashtag mal logement, par exemple. Donc sur Instagram, c'est assez pertinent. Sur LinkedIn aussi, c'est très pertinent et ça se fait beaucoup. Sur Twitter, sur X, anciennement Twitter aussi. Voilà, je dirais que c'est vraiment sur Facebook où aujourd'hui ça sert plus à rien et l'algorithme il aime même plus trop. Donc D'accord. il faut éviter. Mais sinon sur les autres plateformes ça se fait beaucoup. Super, merci. De rien. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main ou à mettre dans le chat. Oui, Isabelle. Alors, je vais mettre ma cara. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors moi, j'avais une question parce que je suis bénévole très engagée, très impliquée dans une association dont le projet est en Côte d'Ivoire. Oui.
Et il y a beaucoup de bénévoles qui sont très engagés en France, puisque le porteur de projet et la présidente de l'association travaille en France, mais a créé ce projet dans son village en Côte d'Ivoire, dans lequel elle est née. Et donc, moi, je voulais vérifier si il y avait des actions spécifiques par rapport à ce pays, parce qu'on a une page Facebook sur l'association. On a créé un groupe WhatsApp des bénévoles en France. On est au tout démarrage, hein. L'association a été officiellement déclarée en décembre 2024. Ok. Et donc, on communique beaucoup sur Facebook et sur le groupe WhatsApp. Et on a bien sûr le projet à très, très, très court terme de créer une page pour l'association sur LinkedIn. D'accord. Et donc, ma question, c'était de savoir s'il y avait des actions spécifiques sur certains réseaux sociaux liés à la Côte d'Ivoire, ou si l'impact de Facebook, LinkedIn et WhatsApp suffisait parce que ce sont des canaux de communication internationaux. Oui. Oui, bien sûr. Je ne connais pas exactement comme les pratiques en Côte d'Ivoire, mais plus généralement en Afrique. Je sais que WhatsApp, c'est un très bon moyen parce qu'ils utilisent énormément WhatsApp là-bas. Et ils utilisent même les statuts. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les stories un peu de la même forme que sur Instagram ou Facebook. Mais sur Instagram, ça, ils utilisent énormément. Donc, c'est très pertinent de poster là-dessus. Donc, c'est un format vertical hein, qui peut être une photo ou une vidéo. Donc, ça s'appelle statut. Et ça se fait un peu de la même manière qu'une story. Facebook me paraît aussi très pertinent, hein. Si on regarde, vous pouvez regarder sur Internet, mais il doit y avoir des articles hein, qui doivent montrer l'utilisation des réseaux sociaux en Afrique ou précisément en Côte d'Ivoire. Mais je pense que Facebook, c'est très bien. Et LinkedIn aussi, surtout si vous avez un réseau de bénévoles français qui ont des pages LinkedIn. En fait, il faut voir si votre public potentiel peut avoir des pages LinkedIn et là, c'est pertinent. Donc déjà, si votre cercle proche de l'association a des pages LinkedIn, ça fait un sens. Et après, si votre cible, elles en ont aussi, ça fait tout à fait sens. Oui, en effet, vous avez raison. Et la création de la page LinkedIn pour l'association, c'est que l'ensemble des bénévoles ont déjà un réseau et un réseau également en lien avec soit leur activité professionnelle actuelle. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont à la retraite et donc ont déjà un potentiel. Moi-même, j'ai un grand réseau sur LinkedIn. Donc, ça fera boule de neige. D'autant plus, surtout que sur LinkedIn, on peut mettre ses expériences en tant que bénévole. Donc c'est intéressant, hein. On peut mettre ses expériences, mais aussi ses actions de bénévolat. Enfin voilà, donc oui, pour moi, ça fait du sens. Effectivement, donc on peut aussi faire des posts de témoignages d'actions bénévoles, des raisons de Bien notre sûr. engagement pour, comment dirais-je, embarquer d'autres personnes qui seraient… Là, LinkedIn, ça va être très bien pour ces actions-là, hein, pour rechercher des bénévoles, pour rechercher des entreprises mécènes, voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est grâce aux bénévoles avec le bouche à oreille où on capte des entreprises, notamment locales en Côte d'Ivoire, qui sont susceptibles de nous aider financièrement. Mais pas que. Je veux dire, ça peut être des entreprises en France qui ont des implantations en Côte d'Ivoire, qui mettent en relation avec leurs services RSE. Bien sûr. Voilà. Surtout que sur LinkedIn, il y a quand même une fonction de recherche qui est très, très intéressante. On peut filtrer par type de personne, par secteur d'activité, vraiment, il y a des filtres qui sont hyper intéressants pour affiner une recherche. Donc ça peut être très pertinent, oui. Ok, très bien. Alors ça, c'est effectivement c'est vrai que les filtres, j'avais remarqué, ils étaient très, très importants et très ciblés, quoi.
vraiment. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Alice. De rien. Il me semblait avoir vu une autre question, mais je crois que la personne est partie. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de couper le webinaire ici. Vous pouvez retrouver l'étude de France Générosité sur leur site internet qui est disponible. Et d'ailleurs, la prochaine devrait bientôt sortir en juin 2025, ce mois-ci, sur les pratiques de 2024. Parce que là, ce que je vous ai présenté, c'était sur les pratiques de 2023, de l'étude qui est sortie en juin 2024. La présentation PowerPoint que je vous ai présentée vous sera bien sûr envoyée, ainsi que le replay du webinaire en vidéo YouTube sur notre chaîne. Je voulais aussi vous annoncer que Les Petites Pierres est présent dès maintenant sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour ne manquer rien de toutes nos actualités. Eh ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci.